En 1953, il y a un homme qui vient de déménager dans un nouvel appartement à Londres. Et dès qu'il entre dans l'appartement, il décide qu'il veut rénover. Donc, il commence par arracher le papier peint dans la cuisine. Et là, il arrache une bande de papier peint en particulier. Quand il arrache cette bande-là, là, il voit quelque chose vers le bas du mur. Derrière le papier peint, il y a une porte. En fait, c'est une porte secrète qui était dissimulée à cet endroit-là. Donc là, il voit ça, il décide de se mettre à genoux et à arracher encore plus de papier peint. Et ensuite, il prend la petite poignée de la porte. Et ce qu'il voit à l'intérieur de cette pièce-là, disons que c'est très, très, très horrifiant. Je veux dire, ça va le marquer pour le restant de sa vie. Ça aurait marqué probablement n'importe qui. Mais en plus de tout ça, ce qui se trouve derrière cette porte secrète-là, c'est, disons, quelque chose qui va changer tout le système judiciaire du Royaume-Uni pour toujours. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce que je raconte ici. Mon objectif, ce serait au moins publier une histoire à chaque semaine. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour rien manquer. Bon, donc c'est parti. Maintenant, le crime qui va éventuellement amener Timothy Evans au couloir de la mort, c'est quelque chose de très horrifiant. Mais quand on regarde le passé de Timothy Evans, c'est pas une surprise, disons que sa vie se soit déroulée comme ça ou que ça se soit terminé de cette façon-là. Parce qu'avant même que Timothy soit né, on parle de 1924, dans le sud du pays de Galles, son père avait déjà, entre autres, abandonné la famille, il avait abandonné Timothy. Il avait aussi abandonné ses frères et ses sœurs, la mère, évidemment, donc il a abandonné toute la famille. Et parce que la mère de Timothy, elle gagnait pas un seul sou. Et quand Timothy est venu au monde, disons qu'il est né directement dans la pauvreté. Très, 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 très pauvre. Donc, en tant que jeune enfant, Timothy, dans son développement et tout ça, avait de la difficulté à apprendre à parler, avait de la difficulté à communiquer correctement. Ensuite, à l'école, quand on mélange tout ça, il commence à avoir des difficultés de comportement, commence à avoir de la difficulté à se faire des amis dans la classe. Vraiment beaucoup de mal. Et pour empirer les choses, quand Timothy a 8 ans, et là, il contracte la tuberculose de la peau. Et cette tuberculose-là, elle se développe en dessous de son pied droit. Maintenant, c'est une condition qui est pas nécessairement fatale, mais peut quand même causer des douleurs assez importantes, des espèces de cloques assez douloureuses. Ça prend beaucoup de temps à guérir, même avec n'importe quel traitement, surtout à cette époque-là. Et l'infection que Timothy a à ce moment-là, en dessous de son pied, disons que pour lui, marcher devient presque impossible. Donc, pendant plusieurs années, je crois que c'est à partir de ses 8 ans, quand il reçoit le diagnostic de tuberculose de la peau, Timothy doit déjà manquer beaucoup d'école, il doit manquer beaucoup d'éducation, il n'a pas beaucoup de chances de développer des relations avec les autres élèves. Il y a les fois où il manque l'école à cause de ses traitements. Il y a des fois, où il manque l'école parce qu'il peut tout simplement pas marcher pour se déplacer. Disons que ça a rendu sa situation scolaire et son apprentissage assez catastrophique. En fait, plus tard dans sa vie, on va, déterminer que le QI de Timothy, QI, évidemment, est une façon de mesurer l'intelligence des gens, son QI se situe à quelque part entre 60 et 70, ce qui est très bas. Donc, ça le place dans la catégorie des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Mais il y a un certain point où Timothy, disons que son focus va se déplacer à autre chose qu'à l'école. Donc, au lieu de juste penser à l'éducation, à obtenir son diplôme, là, il commence déjà un peu à se mettre en mode à trouver du travail pour subvenir aux besoins de sa famille, qui, on se rappelle, est très pauvre. Donc, Timothy est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Et quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, par exemple, quand il avait seulement 13 ans, il est devenu mineur de charbon. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un des emplois les plus dangereux de la planète à l'époque, peut-être même encore aujourd'hui. Donc, Timothy, il a une volonté de travailler et il va faire des emplois vraiment exigeants qui, à ce moment-là, payaient très peu, vraiment pas beaucoup. Et il finissait toujours par se faire renvoyer de toute façon. Soit il n'y avait pas l'emploi au moment de l'entrevue, soit il se faisait tout simplement renvoyer. Timothy, on voit déjà un pattern de rejet qui s'installait de plus en plus. Des fois, il se faisait mettre dehors parce que, ça allait pas bien. Des fois, c'est parce qu'il y avait une poussée de tuberculose en dessous de son pied, qui faisait encore une fois que c'était impossible pour lui de marcher, c'était impossible pour lui d'aller à son travail, qu'il se faisait congédier à cause de ses retards, à cause de ses absences.
On ajoute à ça, l'analphabétisme, on ajoute à ça le fait que l'employeur, il voulait pas prendre quelqu'un qui était pas capable de lire, qui était pas capable d'écrire, et même parlait pas bien du tout. Timothy commence à être découragé, il commence à être cynique, il a l'impression qu'il appartient nulle part à aucun groupe de personnes. Donc, à un certain moment, peut-être comme un genre de mécanisme d'adaptation, il commence à mentir. Il commence à inventer toutes sortes d'histoires incroyables sur des aventures qu'il a vécues ou pas vécues du tout, mais disons qu'il essaie un peu là, de se rendre intéressant. Et la plupart des gens qui connaissent déjà Timothy, évidemment, croient aucune des histoires que Timothy raconte, mais en même temps, il y a certaines personnes, peut-être un peu plus naïves ou juste parce qu'ils le connaissent pas, le croient. Et c'est comme si à un certain stade, il est comme devenu accro au fait de raconter des mensonges, tous ces mensonges et ce que ça lui procure. Là, on fait une petite avance rapide en 1947, où Timothy a 23 ans et il vit encore avec sa famille. Sa famille a quitté le pays de Galles et a déménagé à Londres. Ils vivent dans un quartier qui, encore une fois, est très, très pauvre. Et souvent, pauvre veut dire dangereux dans certains endroits, surtout à cette époque-là. Il finit par rencontrer une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Beryl Tarley. Donc, il finit par s'attacher vraiment beaucoup à elle. Selon les gens qui connaissaient Beryl à ce moment-là, apparemment, cette jeune femme-là, comme Timothy, avait un QI qui était très bas. Là, ils commencent à se fréquenter. Et à la fin de cette année-là, ils sont mariés, déjà. Donc, au début, ils vivent dans l'appartement de la famille de Timothy, mais quand Beryl tombe enceinte, là, au début peut-être des années 1948, elle et Timothy prennent le peu d'argent qu'ils ont réussi à amasser et réussissent à se payer un petit appartement. Donc, leur nouvel appartement, c'est pas super. C'est un petit appartement, c'est pas très beau, c'est sale, ça sent l'humidité, c'est dans un quartier qui était même encore plus dangereux que celui où la famille de Timothy habitait. Mais pour eux, c'est suffisant. À la fois que Beryl donne naissance à leur fille Géraldine, là, soudainement, l'espace de vie qu'ils occupaient, en fait, il semble impossible pour élever une petite fille, en fait, pour être une famille de 3. Donc, ça prend pas très longtemps avant que le couple soit forcé là, à aller chercher des prêts un peu par-ci, par-là, là, avec des individus un peu louches, avec qui on sait là, les intérêts sont très, très élevés. Donc là, ils commencent, disons, à être endettés en permanence. Ils le savent, mais ils n'ont pas le choix. Il faut continuer de vivre. Et même s'ils ont des prêts, ces prêts-là suffisent à peine pour pouvoir survivre. Là. Donc, ils ne peuvent pas déménager. Tout ce qu'ils peuvent se permettre à ce moment-là, c'est de rester dans leurs conditions là, qui sont déjà très moches. La dette s'accumule, les problèmes s'accumulent, le stress s'accumule. C'est des nouveaux parents à travers tout ça. Ils sont obligés de vivre dans un petit appartement. Et là, ça prend, disons, pas beaucoup de temps avant que le mariage de Beryl et Timothy commence complètement à se dégrader. Donc, ça commence par des disputes assez quotidiennes à propos, mais ça escalade rapidement vers des confrontations physiques, des bonnes bagarres. Donc là, ces confrontations sont souvent tellement bruyantes que les passants qui sont dehors dans la rue, c'est des rues assez achalandées, entendent Timothy et Beryl se chicaner, qui crient, qui hurlent, qui frappent partout, là, à un point où les gens qui sont dans la rue n'ont pas le choix de s'arrêter et de regarder là, en se demandant qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut. Timothy est pris avec tout ça et se tourne finalement vers l'alcool comme mécanisme d'adaptation pour gérer sa misère. Mais l'alcool, on le sait, ça fait juste empirer sa situation parce que l'alcool, disons que c'est encore une chose de plus à ajouter là, pour que sa femme soit encore plus en colère contre lui. Et étant en colère contre lui, augmente encore plus les disputes. Là, Timothy va se tourner vers une autre source de réconfort. Mais ça va, disons que ça va être une source très, très improbable de réconfort. Ça va être son voisin d'en bas qui s'appelle John Christie. Et la raison pour laquelle son voisin d'en bas est si improbable, c'est parce que John ne pourrait pas être plus différent de Timothy. Donc John a presque le double de l'âge de Timothy, incroyablement intelligent. Il est respecté non seulement par ses pairs, mais en fait toute la communauté. Et ce respect-là que John a de la communauté, en fait, il le suit depuis la Première Guerre mondiale, où John a été directement sur les lignes de front. Mais après la guerre, à la fin de la guerre, John revient à Londres, et là, il devient agent de police pendant un bon moment, pendant plusieurs années. Et ensuite, après avoir pris sa retraite des forces de l'ordre, il est tout simplement devenu commis à un bureau de poste. Mais malgré toutes ces vastes différences-là entre John et Timothy, il y a une chose qu'ils ont en commun tous les deux, des problèmes conjugaux.
John et sa femme, Ethel, eux autres sont mariés en 1920, donc 4 ans avant que Timothy soit au monde, en fait. Donc, quelques années plus tard, quand John est assis dans son appartement, là, il peut entendre le bruit de l'étage supérieur, il entend 2 personnes se chicaner, crier, comme un peu tous les gens qui sont dans les environs. Donc, le son de Timothy Beryl, qui se battent comme des fous dans leur appartement, John décide, lui, en entendant ça, quand même de l'expérience, était policier, puis aussi, a eu des problèmes conjugaux, lui aussi. Donc, il se dit peut-être que je devrais tendre la main à ce jeune homme et à lui offrir des conseils, peut-être même juste une oreille amicale. Donc là, John, éventuellement, va engager une conversation avec Timothy un jour, là, quand ils se croisent. Là, Timothy est à un endroit dans sa vie où il cherche désespérément des amis. En fait, c'est l'histoire de sa vie. Donc là, le fait que John entre dans sa vie à ce moment précis-là, c'est vraiment bon pour Timothy. Donc très rapidement, ces deux-là développent une amitié assez importante. Pas une amitié de par rapport, mais plutôt une relation père-fils ou mentor et mentoré. On n'est pas nécessairement dans une relation de meilleurs amis. Parce qu'on comprend, Timothy n'a jamais eu peur de toute sa vie. Donc, John, rapidement, devient en quelque sorte ça. Et John regarde Timothy avec beaucoup d'empathie. Là, John essaie de coacher Timothy pendant que Timothy navigue dans cette, période de sa vie-là qui est très difficile. Mais c'est pas tellement longtemps après que John rencontre Timothy que Timothy découvre que Beryl est enceinte d'un 2e enfant. Et pour Timothy, c'est une nouvelle terrible. Les deux savent qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un autre enfant. Ils sont même pas en mesure de se permettre l'enfant qu'ils ont déjà, mais là, ils vont devoir s'en occuper d'un 2e. Mais ils sont un peu prêts avec ça. Puis au Royaume-Uni, à ce moment-là, les avortements sont illégaux. On comprend qu'il n'y a aucune façon de déterminer cette grossesse-là légalement. Et Timothy se tourne vers John pour avoir encore des conseils, des conseils de ce sage homme. Et John va plus tard rappeler à la barre des témoins durant le procès de Timothy que John a fait de son mieux pour consoler, mais aussi pour réconforter et dire à Timothy que tout va bien aller. Mais comme John va le dire à la barre des témoins plus tard, ces mots-là n'ont aucun effet sur Timothy. Parce que Timothy, au moment où il en est dans sa vie, il est venu voir John, il était complètement inconsolable, il était désespéré, il était déstabilisé. Là. Donc John commence à soupçonner que Timothy pourrait peut-être faire quelque chose de grave, d'assez drastique, pour, disons, faire disparaître ses problèmes. Et John n'avait pas tout à fait tort. Quelques semaines plus tard, là, on tombe au 30 novembre 1949, il y a Timothy qui a l'air complètement désorganisé, qui entre dans un poste de police local au pays de Galles, pas loin de où il a grandi. Et là, il va avouer à la police qu'il a tué sa femme. Il va dire à la police qu'il a donné un poison à Beryl, un poison qui est apparemment conçu pour avorter le fœtus de la femme, mais le poison en question était trop fort et c'est ce qui a tué Beryl. Et ensuite, après que Beryl soit morte, Timothy dit qu'il a paniqué, qu'il a pris le corps de son épouse et qu'il l'a jeté dans les égouts, des égouts qui étaient à l'extérieur de l'immeuble, pas trop loin. Ensuite, après avoir fait ça, il a arrangé pour que sa fille Géraldine aille habiter à Londres pendant quelques temps, pendant que Timothy fuyait au pays de Galles. Mais après être arrivé au pays de Galles, Timothy dit que sa conscience était trop tourmentée par rapport à ça, il se sentait trop coupable et c'était trop pour lui. Donc, il a décidé d'aller se rendre à la police de son propre chef. Donc, la police, en entendant ça, évidemment, l'arrête immédiatement. Et ensuite, le rapatrie à Londres. Alors, une fois qu'il est dans une cellule à Londres, les détectives de Londres se rendent à l'immeuble de Timothy. Et là, ils vont à la plaque d'égout qui mène dans l'égout, qui est directement à l'extérieur de l'immeuble. Et là, tout de suite, en faisant ça, les policiers remarquent quelque chose de très, très, très étrange. Première des choses, c'est qu'ils essaient de soulever le couvercle de l'égout, mais ils sont incapables. Trop lourd. Comme s'ils bougent un peu, mais ils sont pas capables de le tasser. Et là, la question que les policiers se posent, un homme seul ne peut pas bouger ça. C'est pratiquement impossible. Donc, après que 3 officiers de police se soient mis à genoux et qu'ils aient eu la peine à soulever le couvercle de l'égout, puis le déplacer à côté, finissent par descendre dans l'égout. Là, ils voient que, il n'y a aucun corps et personne là-dedans. Là, ils se posent des questions. Et quand les détectives retournent voir Timothy dans la cellule de la prison de Londres, là, ils le confrontent avec cette révélation-là. Ils disent, il n'y a aucun corps dans les égouts. Il n'y a personne dedans. Et là, Timothy va se tortiller un peu, puis là, il va tout d'un coup complètement changer son histoire. Là, il va dire à la police que c'est pas lui qui a donné le poison à Beryl. Ce poison-là qui finit là-dessus. Il dit que c'était son ami,
et son mentor, et même sa figure paternelle dans sa vie, John Christie. Et là, Timothy dit aussi à la police qu'il a laissé sa fille Géraldine aux soins de John. La police est sceptique face à Timothy, mais parce qu'il y a un enfant qui est impliqué, disons qu'ils prennent immédiatement son histoire au sérieux, prennent son histoire au pied de la lettre et là se précipitent à l'immeuble. Là, ils frappent à la porte de John. John est là, il ouvre la porte, il est debout avec sa femme Ethel. Et là, elle est complètement choquée des accusations qui sont portées contre lui par quelqu'un qui pensait, qu'il considérait comme un ami très proche. Et John et Ethel vont dire à la police que non seulement ils n'ont aucune idée de ce qui est arrivé à Beryl, mais Géraldine n'a jamais été sous leur garde, mais elle n'est jamais venue chez eux. On comprend la police. La police, à ce moment-là, sont très, très inquiets de la jeune fille, Géraldine, parce qu'ils se disent, où est-ce qu'elle peut être? Pendant qu'ils sont là, ils font une fouille complète de la propriété de John et Ethel pour s'assurer d'un qui ne mentent pas, mais aussi peut-être qu'il y aurait autre chose à trouver. Et après avoir fouillé leur propriété, ils constatent qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais quand la police quitte l'appartement de John et Ethel, et commencent à fouiller à l'extérieur de la propriété. Il y a une zone, une zone qu'ils avaient déjà, brièvement fouillée quand ils étaient en train d'essayer de trouver l'égout. Mais là, ils se décident à faire une fouille qui est encore plus approfondie. Et pendant cette fouille approfondie-là, ils trouvent un cabanon qui est situé dans la cour arrière de l'immeuble. Et à l'intérieur du cabanon, enveloppé dans des couvertures un peu partout, c'est là qu'ils trouvent les corps de Beryl, mais aussi de sa fille de 13 mois, Géraldine. Elles ont toutes les deux été étranglées à mort. Après avoir traité la scène de crime, la police retourne à la prison où Timothy est détenu à ce moment-là, puis ils vont lui dire ce qu'ils ont découvert sur la propriété. Et quand un des détectives demande à Timothy, il lui demande carrément « Est-ce que tu es responsable de la mort de ta femme et de ta fille? » Timothy va dire oui. Et ensuite, pendant un interrogatoire de suivi, Timothy va avouer qu'il était dans une dispute quand même assez animée avec sa femme à propos d'argent, encore une fois. Et à un moment donné, durant cette dispute-là, qui est devenue quand même assez physique, il a étranglé Beryl à mort. Ensuite, 2 jours plus tard, c'est sa fille qui l'a étranglé à mort. Il dira ensuite qu'il a jeté leur corps dans ce cabanon-là, dehors, et qu'il a fui au pays de Galles. Timothy va se rétracter de cette confession-là, mais ça importe à ce moment-là peu. En fait, pas du tout, parce que il va avoir procès un mois plus tard, et le jury croit tout simplement pas que Timothy l'a pas fait. Donc rapidement, ils le reconnaissent coupable de meurtre et le condamnent à mort. Seulement 3 mois après sa condamnation, Timothy va se retrouver assis dans la prison de Pentonville à Londres. Et là, il est enchaîné à une espèce de table avec des gardes qui sont assis à côté de lui dans cette très, très petite cellule. Et ensuite, juste à côté de lui, il y a un mur qui descend le long de la cellule. Et de l'autre côté de ce mur-là, c'est la chambre d'exécution. Et alors que Timothy aurait été assis à cette table-là, soudainement, la porte de la cellule qui menait à la zone de détention s'ouvre brusquement. Et là, l'équipe d'exécution se précipite à l'intérieur. Et là, ils attrapent Timothy et le mettent debout avant qu'il puisse courir ou se débattre. Et ensuite, avant qu'il le sache, il est poussé vers la porte qui traverse ce mur-là, vers la chambre d'exécution. Une fois que la porte est ouverte, Timothy aurait peut-être eu seulement quelques secondes pour absorber ce qu'il voit. Et ça aurait été cette pièce, une espèce de pièce carrée avec des murs vert pâle et une corde qui pend au plafond. Et juste en dessous, il y a une trappe mécanique. Et sur le côté de la pièce, il y a un levier que le bourreau en fait va venir tirer pour ouvrir le plancher et renvoyer les prisonniers dans la fosse en dessous. Et ça se serait passé assez vite pour Timothy pendant peut-être quelques secondes. On peut imaginer que son cœur a dû battre la chamade à ce moment-là parce qu'il savait ce qui s'en venait. On peut s'imaginer le reste. Ils ont mis la corde autour de Timothy, puis les gardes ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et avant même que Timothy puisse dire ou faire quoi que ce soit, le levier est tiré. Timothy est tombé dans cette fosse en briques-là, une espèce de fosse de 12 pieds de profondeur, où il va pendre par le cou jusqu'à temps qu'il meure, complètement. Donc, c'est une fin assez horrible, qui est aussi la fin d'une histoire très horrible. Ça aurait dû être ça, en fait. Ça aurait dû être ça, mais c'est pas du tout le cas. Même pas proche. 3 ans après l'exécution de Timothy, il y a un homme nommé Beresford Brown, qui emménage dans le même appartement du rez-de-chaussée que John et Ethel partageaient. John avait déménagé seulement quelques jours plus tôt. Donc, Beresford emménage dans cet appartement-là, un appartement dégueulasse, un appartement sale, qui n'était pas du tout bien entretenu. Donc là, Beresford décide qu'il va arranger l'endroit au complet, qu'il va tout retaper. Il rentre dans la cuisine, commence à arracher le papier peint, il se rend dans le garde-manger, commence à tirer le papier peint qui est dans le garde-manger.
Et à un moment donné, quand il tire la bande de papier peint jusqu'au sol, c'est là qu'il voit au bas de ce mur-là, quand on regarde à l'intérieur du garde-manger, il y a une petite porte en bas qui ressemble un petit peu là, à l'entrée d'un vide sanitaire. Ça aurait pu être possible. Donc là, Beresford, évidemment, est intrigué. Ça demande pourquoi est-ce qu'il y a une porte là, mais aussi pourquoi est-ce que quelqu'un a mis du papier peint devant la porte et pourquoi elle est dans le garde-manger. Là, ça fait aucun sens pour lui. Ça pique sa curiosité. Peut-être un trésor. Il arrache le papier peint, il découvre toute la porte, finit par se rendre à la poignée de porte et la forcer pour ensuite l'ouvrir. Et ce qu'il voit à l'intérieur de cette porte-là, comme je disais au début de la vidéo, ça va hanter le restant de ses jours. Tout le restant de sa vie, il va penser à ça. 3 ans et 4 mois plus tôt, quand Timothy a découvert que sa femme Beryl était enceinte de leur deuxième enfant, Timothy s'est vraiment rendu chez son ami John pour demander conseil. Mais c'est ici que l'histoire prend un tout autre tournant. Quand Tim vient voir John qui était, on se rappelle, médicalement formé de son temps de l'armée, avait certaines connaissances médicales, il va dire à Tim, je peux effectuer un avortement sur Beryl si tu veux, je m'y connais. Là, il se dit c'est une excellente idée, c'est peut-être la solution à leurs problèmes auxquels ils sont confrontés à ce moment-là. Donc là, Timothy est soulagé, il pense que ses problèmes vont disparaître, tous ses problèmes sont résolus, une sorte de pensée magique. Et là, il quitte l'appartement de John et court à l'étage dans son appartement. Et là, il dit à Beryl que John peut effectuer une procédure qui ferait en sorte qu'ils n'auraient pas à élever un deuxième enfant. Et il lui demande est-ce qu'elle veut le faire, est-ce qu'elle est d'accord. Et là, Beryl dit oui, tout simplement, on le fait maintenant. On sait comment ça a fini, on sait que les corps ont été retrouvés au cabanon. Mais là, la théorie courante, c'est qu'un jour, en novembre 1949, Beryl et Geraldine quittent leur appartement au 3e étage et descendent au 1er étage, dans l'appartement de John. Quand elles arrivent là, il y a juste John. La femme de John, elle, est partie pour toute la journée. Beryl et Geraldine entrent dans l'appartement de John. Ensuite, John conduit Beryl vers une chaise, la chaise pour la procédure en soi. C'est comme une espèce de chaise médicale de fortune. Il lui dit de s'asseoir. Donc là, elle s'assoit et John va chercher une espèce d'appareil. Maintenant, c'est un appareil qui ressemble ou qui pourrait ressembler à un bocal en verre qui est rempli de liquide transparent. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que de chaque côté, il y a des espèces de tubes noirs minces, creux qui se connectent. Là. John marche, traîne sa chaise, traîne tous ses appareils, il tend la partie, l'espèce d'embout buccal de l'appareil à Beryl. Il dit « Tiens, mets ça sur ta bouche », et il commence à respirer dedans. Et là, il dit qu'il y a un gaz qui engourdit la douleur pendant que lui fait la procédure en question. Là, Beryl se questionne pas trop et fait tout simplement ce qu'on lui dit. Elle prend l'embout buccal, le met sur son nez et sa bouche et commence à respirer profondément. Et alors qu'il fait ça, John attrape un espèce de produit chimique. Il commence à le verser lentement dans le bocal en verre, d'où les tubes sortent. Et pendant qu'il fait ça, il y a un gaz blanc qui commence à se former au-dessus du liquide. Et là, pendant que Beryl prend des grandes respirations à travers les tubes, qu'elle aspire ce gaz-là à plein poumon, très rapidement, pendant qu'elle respire, avec cette espèce d'appareil fait maison-là, elle commence à se sentir engourdie, jusqu'à éventuellement perdre complètement conscience. Et la perte de conscience, c'était le plan de John depuis le début. Cet appareil-là, avec le masque qu'il lui fait mettre sur son visage, était conçu pour faire perdre conscience à toutes les personnes qui devaient le respirer. Donc, c'était pas pour engourdir la douleur, mais pas du tout. Donc là, John n'était pas du tout médicalement formé en quoi que ce soit. Il n'effectuait pas d'avortement dans son appartement, c'était pas un médecin de guerre. En fait, John était un tueur en série. Un tueur en série qui se retrouvait maintenant avec Beryl, qui était consciente devant lui. Et John fait la même chose qu'il a fait aux 2 autres femmes qu'il avait attirées dans son piège, dans son appartement, et dont les corps étaient maintenant enterrés dans sa propre cour arrière. Il commence à profiter de Beryl. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pendant l'agression en question, Beryl finit par se réveiller pendant qu'il est endormi. Puis là, elle commence à essayer de se défendre, évidemment, mais John est plus fort qu'elle, John la maîtrise, il l'étrangle à mort. Et ensuite, après qu'elle soit morte, John marche juste dans l'autre pièce où Geraldine est. Et là, il utilise une cravate qu'il enroule autour du cou de Geraldine et l'étrangle à mort. Après ça, il met la mère et la fille ensemble dans des draps. Il les met dehors, toutes les deux, dans le cabanon, dans la cour arrière. Plus tard, quand Timothy vient à l'appartement de John pour voir comment la procédure s'est passée, comment va sa femme, John va juste dire à Timothy, il va dire « Désolé, ça n'a pas fonctionné, ta femme est morte. » Mais il dit « T'inquiète pas, je vais m'occuper de ta fille et m'assurer qu'elle est bien prise en charge. Mais toi, tu dois fuir à Londres
et aller au Pays de Galles dès maintenant. Donc là, Timothy panique, sans vraiment poser de questions. On se rappelle qu'il a un très faible QI. Il va faire ce qu'on lui dit tout simplement. Il va fuir au Pays de Galles. Mais un peu plus tard, il va essayer de prendre des nouvelles avec John sur comment va sa fille. Parce que là, à ce moment-là, il n'a aucune idée de où elle est. Donc Timothy, se sent rongé par la culpabilité là, de toute la situation. Le fait que sa fille soit avec un étranger. Le fait que sa femme soit morte. Et là, il va voir la police. Et de façon assez critique, quand il parle à la police, il ment sur ce qui s'est passé parce qu'il veut protéger son bon ami, sa figure paternelle, son mentor, John. Alors il dit, j'ai tué ma femme. C'est pourquoi Timothy s'est trompé, là, en fait, sur l'emplacement du corps de sa femme. Parce qu'il savait juste pas. Il n'avait aucune idée. Donc il a deviné que peut-être l'égout pouvait être un endroit qui fait du sens. Donc ça explique pourquoi quand ils sont arrivés à l'égout, non seulement il était vide, mais ça semblait complètement impossible de pouvoir lever la bouche d'égout tout seul. Ensuite, après que la police découvre le corps de Beryl et Geraldine, qu'il retourne à la prison de Londres, disent à Timothy, quand il apprend tout ça, c'était la première fois qu'il découvrait ce qui était arrivé à sa fille. Et parce que à ce moment-là, on se rappelle, Timothy lui croyait que John avait juste décidé de prendre soin de Geraldine parce que c'était, selon son point de vue, une bonne personne. Ou peut-être même il se disait que John avait confié son enfant à quelqu'un. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre prenait soin de Geraldine. Mais de toute façon, la seule chose qu'il avait en tête ou qu'il croyait à ce moment-là, était que Geraldine allait bien. Vous pouvez s'imaginer Timothy complètement en état de choc. J'imagine qu'il était certainement. Et là, il est assis là, il entend toutes ces informations-là. Les détectives lui demandent, est-ce que c'est toi qui as tué ta femme et ton enfant? Et donc là, Timothy va dire oui. Mais en fait, il y a deux choses. C'est pas clair si Timothy était conscient ou comprenait vraiment leurs questions. Est-ce qu'il avait été contraint ou forcé de le dire? Est-ce qu'il comprenait les implications de la question? Peut-être qu'il se disait qu'en fait, il était le seul et unique responsable du fait que sa famille soit morte. Pas qu'il a littéralement tué sa femme et sa fille, mais peut-être que quand Timothy apprend tout ça, quand il comprend le sort de sa femme et de sa fille, pour lui, c'est comme s'il était responsable. Mais là, quand Tim, éventuellement, sort un peu de cette espèce de brume de cerveau-là et essaie d'expliquer que c'est pas lui le coupable, personne ne le croit parce qu'il a déjà fait des aveux. Sa crédibilité, disons qu'elle est complètement détruite. Et parce que la première chose qu'il a faite quand il est allé voir la police, c'est de mentir sur ce qui s'était passé. Puis la police, disons qu'il le croit très peu. Quand la police creuse un peu dans l'historique de Timothy, il voit que c'est un menteur compulsif. Donc, pourquoi le croire? Les d'autres éléments qui soutiennent un peu cette hypothèse-là, c'est que il avait une relation toxique avec sa femme, il croulait sous les dettes, avait peur d'avoir un autre enfant, donc tout ça. Quand ça a accumulé pendant le procès de Timothy, malgré le fait que les avocats de Timothy essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour pointer le doigt vers John Christie en disant non, c'est lui le responsable, c'est lui qui a proposé ça, parce que John, lui, participe à ce procès-là et constamment à l'avoir des témoins et a un CV impeccable. Un héros de guerre, un agent de police, il était respecté, il parlait bien, c'était quelqu'un d'intelligent, donc le jury le croit complètement. John était un peu le témoin, ou bref, l'épitome de la crédibilité, alors que Timothy était complètement à l'opposé. C'était largement le témoignage de John, le vrai tueur qui est responsable de la mort de sa femme et de sa fille, qui a finalement fait mettre Timothy, l'homme innocent, dans le couloir de la mort. Aussi, la police a complètement bâclé toute l'enquête depuis le début parce que la police est entrée dans l'enquête déjà complètement convaincue que Timothy était coupable. Alors, pour eux, c'était une affaire résolue, on voit ça des fois. Alors la police était tellement concentrée sur Timothy qu'ils étaient complètement aveugles à des choses qui étaient quand même assez évidentes autour d'eux. Il y a même des spéculations aussi, comme quoi la police a même peut-être signé pour lui ou qu'ils ont forgé tout le document. Donc Timothy a été embarqué, a été exécuté. Pendant ce temps-là, John, le vrai tueur, continue à tuer. Il va assassiner au moins 4 autres femmes, incluant sa propre femme Ethel, en utilisant la même technique, le gaz de la machine qui endorme les victimes. Il a pris le corps de sa femme et l'a mis directement en dessous des planchers de la cuisine. Et il a pris 3 autres corps de femmes qu'il a mis dans cette petite pièce-là, derrière la porte secrète qui était dans le garde-manger. Et c'est là qu'il les avait mis. Ce qui est expliqué, c'est qu'il avait fait ça un peu dans l'optique de pouvoir avoir toujours cette espèce d'odeur-là de chair en décomposition, comme si l'idée de la mort venait vraiment l'exciter. Donc après que Beresford Brown ouvre cette porte-là qui mène à la petite pièce secrète dans le garde-manger, c'est là qu'il découvre le 3 quarts des femmes qui sont
qui sont installés à l'intérieur. Ensuite, 10 jours plus tard, là, on tombe au 31 mars 1953, John Christie va finalement être trouvé, il va être arrêté, il va avouer 8 victimes. Et on comprend avec tout ça, les preuves, c'était irréfutable. John a été condamné à mort là aussi. Plus tard, John va se retrouver dans la même pièce que Timothy était 3 ans et demi plus tôt, là, avant d'être pendu à mort. Pendant que John était assis là, la même équipe d'exécution qui avait tué Timothy entre à l'intérieur, attrape John, le met debout, le déplace vers la chambre d'exécution. Et John obtient son premier regard sur la potence là, avec la corde là, qui pend du plafond là, vers le bas. Et là, ils prennent la corde, la sortent autour de son cou, mettent le sac sur sa tête. Et les gardes se mettent à côté, ils regardent, s'assurent qu'il ne sort pas. Ce qui est particulier dans l'exécution de John, apparemment, là, c'est avant même que le bourreau tire sur le levier pour faire tomber John. Mais John, il dit soudainement, il interrompt l'exécution pour dire « Attendez, mon nez pique. » Première chose qu'il dit. Je sais pas si c'est vrai, mais le bourreau aurait répondu à ça. Ça va pas te déranger bien longtemps. Et ensuite, tire sur le manche. En grande partie à cause de l'injustice, une injustice massive dans cette affaire-là, où un homme qui était évidemment innocent, là, qui était finalement embarqué, emprisonné, exécuté, le Royaume-Uni va décider de suspendre la peine de mort en 1965. Et ensuite, en 1969, vont complètement l'abolir. Donc, entre ces deux dates-là, en 1966, Timothy va recevoir un genre de pardon, malgré le fait qu'il a été exécuté, évidemment, mais il va recevoir un pardon là, pour le meurtre de sa femme et de sa fille, ce qui signifie qu'en réalité, Timothy est officiellement un homme innocent. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est une histoire complètement folle. Un voisin qui se veut être aidant, gentil, sympathique, un bon mentor, qui finalement est un tueur en série, complètement tordu. C'est assez particulier. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et si vous cherchez d'autres histoires qui en valent le coup, j'ai quelques autres vidéos à regarder si jamais ça vous intéresse. Donc, vous pouvez toujours y jeter un œil. À la prochaine.